Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Choisir la bonne fixation, ce n'est pas un détail, c'est souvent la différence entre un objet parfaitement tenu pendant des années et une catastrophe qui finit au sol. Dans cette vidéo, je vais répondre précisément à la question « Quelle cheville pour quel mur selon le matériau et la charge ?» Et si vous avez déjà hésité devant un rayon de cheville, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi une fixation tient dans un mur et pas dans un autre, ou si vous voulez éviter de percer pour rien, restez bien jusqu'au bout, parce qu'une même charge peut être totalement sûre dans un support et complètement risquée dans un autre, même avec une cheville qui semble correcte au premier regard. Le vrai sujet, ce n'est pas seulement la cheville, c'est l'ensemble formé par le matériau du mur, le type d'effort, le diamètre, la profondeur d'ancrage, la vis utilisée et la manière dont la charge est transmise au support. C'est là que beaucoup se trompent, parce qu'on cherche souvent une réponse simple du genre « Quelle cheville pour 20 kg ?» alors qu'en réalité, 20 kg sur du béton, 20 kg sur du placo ou 20 kg sur de la brique creuse, ce n'est absolument pas la même chose. Et avant même de parler de modèles précis, je veux poser une règle fondamentale. On ne choisit jamais une cheville uniquement en fonction du poids de l'objet. On la choisit en fonction du matériau du mur, du mode de fixation et du type de charge, c'est-à-dire si la charge tire vers le bas, arrache en façade, subit des vibrations ou crée un bras de levier. Une petite étagère posée très près du mur ne travaille pas comme un meuble suspendu profond, un chauffe-eau, un téléviseur sur bras articulé ou un store. Plus l'objet s'éloigne du mur, plus il crée un effet de levier et plus l'effort d'arrachement augmente. C'est souvent là que les problèmes commencent, même si le poids sur le papier ne semble pas énorme. Quand je parle de matériaux, il faut d'abord distinguer les supports pleins, les supports creux et les supports de parement ou de cloison. Les supports pleins, ce sont par exemple le béton, la pierre dense, la brique pleine, certains parpaings pleins. Les supports creux, ce sont la brique creuse, le parpaing creux, certaines cloisons alvéolaires. Et à part, on a les plaques de plâtre, qui ne se résonnent pas comme un mur massif, mais comme un parement relativement mince avec éventuellement un vide derrière ou une ossature métallique. Dans un support plein, la fixation tient principalement grâce à l'expansion de la cheville dans la masse du matériau ou grâce à un ancrage mécanique ou chimique. Dans un support creux, une cheville classique qui s'écarte dans le vide ne sert presque à rien. Il faut soit une cheville qui se noue, soit une cheville qui s'expanse dans la paroi, soit un scellement adapté avec tamis. Dans le placo, la résistance vient du mode de serrage sur la plaque ou de l'ancrage dans l'ossature, si on a la chance de tomber dessus. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « j'utilise toujours la même cheville ». Ce réflexe conduit tout droit aux fixations qui tournent dans le trou, aux objets qui descendent légèrement au fil du temps, aux fissures autour du perçage et parfois à l'arrachement complet. Commençons par le béton, parce que c'est le support qui inspire le plus confiance, et souvent à raison. Dans un béton sain, dense, non fissuré ou peu dégradé, on peut utiliser des chevilles nylon classiques à expansion pour des charges légères à moyennes, à condition que le diamètre du perçage soit bon, que le trou soit propre et que la vis corresponde exactement à la cheville. Beaucoup de gens percent bien, mais oublient de dépoussiérer. Or, la poussière de perçage réduit l'adhérence, surtout sur des fixations qui comptent sur un contact franc avec la paroi. Pour un objet léger comme une tringle, une petite étagère, un support simple ou un luminaire, une cheville nylon de qualité dans du béton fait souvent très bien le travail. Pour des charges plus importantes, on passe sur des chevilles à forte expansion, des goujons d'ancrage, des tire-fonds avec chevilles adaptées, voire du scellement chimique si l'application l'exige. Là encore, tout dépend si la charge est statique, dynamique, ponctuelle ou répétée. Un support mural de télévision fixe sur béton n'a pas les mêmes contraintes qu'un support orientable qu'on manipule régulièrement. Le support orientable génère des efforts variables et un bras de levier, donc la marge de sécurité doit être plus importante. Dans la pierre, il faut être un peu plus prudent, parce que tout dépend de la nature de la pierre.
Une pierre dure et dense se rapproche d'un support plein très favorable. Une pierre plus friable, hétérogène ou ancienne demande beaucoup plus de discernement. Si la pierre s'effrite quand on perce, si elle présente des joints fragiles ou des zones délitées, la cheville la plus performante sur l'emballage ne compensera pas un support médiocre. Dans ce cas, soit on recherche une zone plus saine, soit on élargit la stratégie de fixation, soit on va vers un scellement chimique quand c'est pertinent, mais jamais à l'aveugle. Dans la brique pleine, on peut également utiliser des chevilles à expansion classique pour de nombreuses charges du quotidien. Le comportement est proche d'un support plein, même si la brique peut être plus cassante que le béton. Il faut donc percer proprement, sans percussion si nécessaire selon la dureté et l'état du matériau, pour éviter d'éclater l'alvéole interne ou de fissurer la brique. Une cheville trop agressive dans un matériau cassant peut faire plus de mal que de bien. Dans la brique creuse, en revanche, on change complètement de logique. Une cheville, nylon standard conçue pour un support massif, sera souvent décevante. Soit elle ne serre pas correctement, soit elle écrase une cloison de briques, soit elle tourne, soit elle finit par sortir sous charge. Dans ce matériau, je privilégie des chevilles spécifiques pour corps creux, qui se déforment de manière à prendre appui sur les parois internes, ou du scellement chimique avec tamis pour des charges plus exigeantes. Le tamis permet de retenir la résine dans le volume creux et de créer un ancrage plus homogène, sans noyer le vide inutilement. C'est une solution très intéressante quand il faut fixer des éléments sérieux sur une brique creuse, à condition de bien respecter le diamètre de perçage, la longueur du tamis et le temps de prise de la résine. Si on parle de parpaing plein, on se rapproche encore d'un support plein acceptable pour des chevilles à expansion, même si la qualité du bloc joue énormément. Certains blocs sont denses et solides, d'autres plus poreux. Si on parle de parpaing creux, comme pour la brique creuse, je raisonne support creux. J'évite de supposer que ça va bien tenir parce que c'est un mur. Le simple fait que ce soit un mur n'implique aucune résistance universelle. Un parpaing creux n'offre pas la même masse ni la même tenue locale qu'un voile béton. Pour des fixations légères à moyennes, une cheville adaptée aux matériaux creux peut suffire. Pour des charges lourdes, le scellement chimique avec tamis ou une stratégie de reprise de charge plus large est souvent préférable. Le béton cellulaire mérite lui aussi un cas à part. Beaucoup le sous-estiment ou le surestiment. Il est homogène, facile à percer, mais beaucoup moins résistant qu'un béton classique. Une cheville standard peut parfois tenir de petites charges, mais ce n'est pas la meilleure approche. Il existe des chevilles spéciales pour béton cellulaire, souvent à filetage extérieur large ou à géométrie étudiée pour mieux répartir l'effort dans ce matériau tendre. C'est important parce qu'une cheville trop petite ou trop classique peut arracher localement le support. Pour des charges plus conséquentes dans du béton cellulaire, j'augmente clairement le niveau d'exigence et je reste prudent sur les promesses théoriques. Plus le matériau est tendre, plus l'écart entre une fixation qui semble tenir au montage et une fixation durable peut être grand. Et puis, il y a le placo, ou plus précisément la plaque de plâtre, qui concentre un nombre énorme d'erreurs. L'erreur la plus fréquente, c'est de croire qu'une simple cheville universelle dans une plaque suffit pour tout, sous prétexte que l'objet n'est pas extrêmement lourd. En réalité, le placo se déforme, travaille localement et résiste surtout par la surface de serrage ou par l'ancrage dans l'ossature, pas par expansion dans une masse épaisse. Pour des charges légères, comme de petits accessoires, des cadres, de petits éléments décoratifs, on peut utiliser des fixations légères prévues pour plaques de plâtre, y compris certaines chevilles autoforeuses si la plaque est en bon état et si la charge reste raisonnable. Mais dès qu'on monte en poids ou en effet de levier, je préfère des chevilles métalliques à expansion type molly, correctement posées, ou des chevilles à bascule quand la configuration s'y prête. La molly, si elle est bien sertie derrière la plaque, répartit mieux l'effort qu'une petite fixation superficielle. Mais même là, il faut être lucide. Le placo n'est pas un mur porteur de fixation lourde par nature. Il accepte certaines charges si elles sont réparties, si elles sont proches du mur et si le système est adapté.
En revanche, pour des meubles hauts, des lavabos suspendus, des téléviseurs lourds sur bras articulés ou tout élément sollicitant fortement la plaque, la meilleure solution est très souvent de fixer dans l'ossature, dans un renfort prévu derrière la plaque ou directement dans le mur porteur situé derrière si la configuration le permet. Beaucoup cherchent la cheville miracle pour faire tenir une charge lourde uniquement dans une plaque de plâtre. En pratique, la vraie solution est souvent structurelle, pas commerciale. Si je ne connais pas le support, la première chose que je fais, c'est l'identifier. Ça paraît évident, mais énormément d'erreurs viennent du fait qu'on croit percer un matériau alors qu'on est dans un autre. Le son au perçage, la résistance de la mèche, la poussière produite, la profondeur avant de tomber dans le vide, l'épaisseur de la paroi, tout ça donne des indices. Une fine paroi suivie d'un vide évoque une cloison ou un support creux. Une résistance continue et dense évoque un support plein. Une poudre très légère et un perçage facile peuvent évoquer du béton cellulaire ou du plâtre. Si j'ai un doute sérieux, je n'improvise pas sur une charge importante. Ensuite, il faut comprendre la notion de charge. Une charge légère, ce n'est pas seulement un nombre de kilos abstrait, c'est aussi une charge sans à-coups, sans traction répétée et sans déport important. Un objet de 10 kg posé très près du mur peut être moins problématique qu'un objet de 5 kg sur console profonde ou qu'un support manipulé tous les jours. Le bras de levier augmente énormément l'effort sur la fixation supérieure. C'est pour ça que certaines installations tombent alors que le poids annoncé semblait compatible avec les chevilles choisies. Le point crucial n'est pas seulement le poids total, mais la manière dont ce poids travaille. Il faut aussi parler du nombre de points de fixation. Répartir une charge sur 4 points plutôt que 2 peut aider, mais seulement si ces 4 points travaillent réellement. Dans la réalité, la planéité du support, les tolérances du support fixé et le serrage font qu'une ou deux fixations peuvent reprendre l'essentiel de l'effort. Il ne faut donc jamais diviser naïvement le poids par le nombre de vis et penser qu'on a la charge exacte par point. Il faut garder une marge. Cette marge devient indispensable dans les matériaux anciens, hétérogènes ou fragiles. Le diamètre de perçage est un autre point capital. Une cheville de 8 dans un trou trop large devient une cheville de presque rien. À l'inverse, forcer une cheville surdimensionnée dans un trou trop petit peut dégrader le support ou empêcher l'expansion correcte. Il faut respecter le diamètre indiqué, utiliser une mèche en bon état et adapter le mode de perçage. Sur certains matériaux creux ou cassants, la percussion peut faire des dégâts invisibles à l'œil mais fatals pour la tenue. On a l'impression que le trou est fait, la cheville entre, la vis serre et pourtant la paroi interne est éclatée. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, la fixation prend du jeu. La profondeur du trou compte aussi. Si le trou n'est pas assez profond, la vis peut buter avant de permettre le bon déploiement de la cheville, où la poussière peut se tasser au fond et empêcher l'enfoncement complet. Je prévois toujours un peu plus de profondeur utile, surtout pour éviter que la pointe de vis ne bloque. La longueur de la vis est tout aussi importante. Une vis trop courte ne déploie pas correctement la cheville. Une vis trop longue peut dépasser inutilement, heurter le fond ou être incompatible avec le système. Il faut un couple vis-cheville cohérent, pas un assemblage approximatif. Les chevilles universelles ont leur intérêt, mais il ne faut pas les mythifier. Elles peuvent dépanner sur plusieurs matériaux parce qu'elles changent de comportement selon le support, en s'expansant, en se nouant ou en se bloquant. Pour des charges modestes et des applications courantes, elles sont pratiques. Mais dès que le support est délicat ou la charge élevée, je préfère une cheville dédiée aux matériaux plutôt qu'une solution trop généraliste. Le scellement chimique mérite qu'on s'y arrête parce qu'il est souvent perçu comme la solution absolue. C'est une excellente technique, mais seulement si elle est adaptée au support et bien mise en œuvre. Dans un support plein sain, la résine permet d'obtenir un ancrage très performant autour d'une tige filetée ou d'un goujon. Dans un support creux, il faut en général un tamis pour confiner la résine. Le trou doit être parfaitement nettoyé, sinon l'adhérence est compromise. Il faut aussi respecter la température, le temps de prise et ne pas charger trop tôt. Le scellement chimique n'est pas magique. Mal réalisé, il peut être très mauvais.
Bien réalisé, il est redoutablement efficace, notamment pour des charges importantes, des matériaux creux ou des situations où l'expansion mécanique risquerait d'endommager le support. L'un des grands pièges, c'est de négliger l'anthrax et la distance au bord. Une fixation très proche d'une arête ou trop près d'une autre fixation peut fragiliser localement le matériau. Dans le béton, la pierre ou la brique, cela peut provoquer un éclatement. Dans les matériaux creux, cela peut casser une cloison interne. Plus la charge est importante, plus ces détails comptent. Je fais aussi très attention à l'état réel du mur. Un enduit épais, une vieille réparation, une zone humide, un support farinant, une cloison qui sonne creux là où elle ne devrait pas, tout ça modifie la fiabilité de la fixation. Ce n'est pas parce qu'un mur est dur en surface qu'il est bon en profondeur. L'enduit ne compte pratiquement pas comme support porteur de fixation. Ce qui compte, c'est le matériau derrière. Si l'enduit est épais, il faut le prendre en compte dans la longueur de vis et de cheville, sinon la partie ancrée dans le mur sera insuffisante. C'est une erreur classique. On croit avoir une cheville adaptée, mais la moitié de sa longueur travaille dans de l'enduit ou dans un vide technique. Pour des charges lourdes, il faut aussi penser globalement. Si je dois fixer un meuble haut dans un mur en matériaux creux, je peux parfois améliorer la sécurité en utilisant un rail, une platine ou une lisse qui répartit la charge sur une surface plus grande et sur plusieurs points bien choisis. Au lieu de concentrer l'effort sur 2 ancrages médiocres, je le répartis sur plusieurs ancrages adaptés. C'est souvent plus intelligent que de chercher la cheville la plus agressive possible. Il faut également distinguer les charges statiques des charges dynamiques. Un miroir accroché une fois pour toutes n'exerce pas les mêmes sollicitations qu'un support de vélo qu'on retire et remet régulièrement, qu'une porte coulissante en applique, qu'un punching ball ou qu'un élément soumis aux vibrations. Les efforts répétés fatiguent le support, desserrent ce qui a été mal monté et révèlent très vite les fixations borderline. La sécurité devient encore plus critique si l'objet se trouve au-dessus d'un passage, d'un lit, d'un plan de travail ou s'il peut blesser quelqu'un en chutant. Dans ces cas-là, je ne raisonne jamais au minimum. J'augmente systématiquement la marge et si le support n'est pas convaincant, je change de méthode. Si je dois résumer les bons réflexes, je commence toujours par identifier le mur avec le plus de certitude possible. Ensuite, j'évalue non seulement le poids, mais le type d'effort et le déport. Je choisis une cheville conçue pour ce support précis avec une vis compatible, puis je soigne le perçage, la profondeur, le nettoyage du trou et le serrage. Si le matériau est creux ou douteux et que la charge devient sérieuse, je pense immédiatement à des solutions spécifiques, comme les chevilles pour matériaux creux, les chevilles métalliques à expansion pour plaques, les bascules, les ancrages traversants quand c'est possible, ou le scellement chimique avec tamis. Et surtout, je n'essaie pas de compenser un mauvais support par de la force. Une vis serrée à outrance dans une cheville mal choisie ne rend pas la fixation meilleure, elle abîme juste plus vite le matériau. Il y a aussi une idée importante à comprendre. Une fixation qui tient au moment où on lâche l'objet n'est pas forcément une bonne fixation. Beaucoup de montages paraissent solides pendant l'installation, puis prennent du jeu avec le temps, notamment dans le placo, les briques creuses ou les matériaux tendres. La vraie réussite, c'est la tenue dans la durée. C'est pour ça que je me méfie des tests empiriques du type « j'ai tiré dessus à la main, ça n'a pas bougé ». La main ne reproduit ni le bras de levier réel, ni les cycles de charge, ni les vibrations, ni l'effet du temps. Pour des objets critiques, je préfère toujours surdimensionner raisonnablement, à condition que le support l'accepte. Enfin, si je dois donner une logique simple à retenir, je dirais ceci. Dans un support plein et sain, les chevilles à expansion ou les ancrages mécaniques fonctionnent très bien si la charge est adaptée. Dans un support creux, il faut une cheville qui travaille avec le creux, pas contre lui, ou un scellement chimique avec tamis. Dans le placo, on reste sur des charges légères à moyennes avec des fixations spéciales plaques, et pour du lourd, on cherche l'ossature ou un renfort. Dans le béton cellulaire, on utilise des chevilles dédiées et on reste prudent sur les fortes charges. Et dans tous les cas, on ne dissocie jamais la cheville du mur, de la vis et de la façon dont l'objet sollicite l'ensemble.
C'est exactement comme ça qu'on répond correctement à la question « Quelle cheville pour quel mur selon le matériau et la charge ?» Ce n'est pas une formule magique en une ligne, c'est une méthode de choix. Une fois qu'on l'a comprise, on évite presque toutes les erreurs classiques, la cheville universelle posée partout par habitude, la fixation de meubles lourds dans une simple plaque de plâtre, le perçage en percussion dans une brique fragile, la cheville standard dans un matériau creux, la longueur de vis incohérente, le trou non nettoyé, la charge sous-estimée parce qu'on n'a pas pensé au levier. Et à partir de là, on ne fixe plus au hasard. On fixe de manière fiable, logique et surtout beaucoup plus sûre.